Numéro 3. Connie Converse. Elizabeth Ian Converse, mieux connue sous le nom de Connie Converse, est née à Lacona, New Hampshire, en août 1924. Connie était l'enfant du milieu, avec un frère aîné de 3 ans et un frère cadet de 5 ans. Son père était ministre et sa mère était une musicienne talentueuse et une pianiste accomplie. La famille Converse était très religieuse. Danser, consommer de l'alcool et jouer aux cartes étaient interdits dans leur maison. La seule musique jouée dans la maison était classique ou religieuse. Selon les entrées du journal de Connie, sa vie de famille était désagréable. Son frère aîné Paul avait des problèmes de santé mentale. Le psychothérapeute de Paul a conclu que ses problèmes mentaux provenaient de l'attitude dominatrice de leur mère. Connie a écrit qu'elle souhaitait que sa mère devienne muette, car elle pensait que cela améliorerait la vie de sa famille. Elle a dit que le comportement de sa mère la conduisait souvent à être silencieuse. Connie était une excellente élève. Meilleure élève de sa promotion, elle a remporté plusieurs prix au lycée, dont une bourse d'études pour le collège Mount Julio à South Hadley, Massachusetts. Le collège Mount Julio était l'alma mater de sa mère et de sa grand-mère. À l'université, Connie a eu son premier goût de la liberté, mais elle a fini par abandonner après 2 ans. Selon son frère cadet Philippe, elle a déménagé pendant 5 ans après avoir quitté l'école. Dans les années 1950, Connie Converse a obtenu un appartement dans le Greenwich Village de New York City. Elle a finalement changé son nom d'Elizabeth à Connie. Connie était son surnom à New York. Elle travaillait à l'office de photo de l'Académie, à Printing House le jour, et écrivait des poèmes et des chansons à la guitare la nuit. Chez elle, elle enregistrait de la musique sur un magnétophone, puis envoyait les cassettes à son frère Philippe et à sa femme. Elle jouait aussi des chansons pour ses amis. En 1954, un de ses amis lui a demandé de jouer régulièrement dans un salon de musique. Les performances de Connie Converse avec sa guitare étaient extrêmement populaires auprès du public. Le spectacle était animé par Jane Deitch, un animateur et passionné d'audio. Deitch a enregistré les interprètes, dont Connie. Un enregistrement de Connie en train de jouer est parvenu à l'émission matinale de Columbia Broadcasting System et elle a été invitée à s'y produire. Elle a accepté et a joué assise à côté du célèbre journaliste Walter Cronkite. La télévision était diffusée en direct à l'époque, donc aucune archive vidéo n'existe. Quelques photos de l'émission ont survécu, mais comme il n'y a pas d'enregistrement de l'émission, la seule performance en direct de Connie Converse est les enregistrements de Deitch. Son passage dans l'émission matinale n'a guère fait progresser sa carrière. Connie Converse a déménagé de Greenwich Village à Harlem. Elle a acheté un piano et s'est mise à composer. Ses nouvelles chansons étaient supposément un départ de son travail précédent. Mais il n'y a qu'un seul enregistrement d'une chanson qu'elle a jouée au piano. Connie Converse a enregistré toutes ses chansons à la guitare, intitulées Musics Volume 1 et 2. La bande se termine avec sa chanson au piano, La vanité des vanités. La chanson diffère grandement de ses précédentes. Elle chante notamment sur l'amour à sens unique, une première pour elle. Connie Converse est vue comme une artiste avant-gardiste. Elle jouait de la musique folk américaine que des artistes comme Bob Dylan et Joni Mitchell populariseraient une décennie plus tard. Souvent, les chanteurs de folk américains se produisent avec une guitare, et leurs paroles sont intimes et d'un point de vue plus personnel. En 1961, un an avant que Bob Dylan ne sorte son premier album, Connie en avait assez d'essayer de percer dans le monde de la musique et a décidé de se rapprocher de son frère cadet. Philippe et sa femme vivaient dans le Michigan, où il enseignait la science politique à l'Université du Michigan. Connie a déménagé à Ann Arbor, Michigan, où elle a travaillé à des emplois occasionnels et fait du bénévolat. En 1963, elle est devenue écrivaine et rédactrice pour le Journal of Conflict Resolution. Le journal était une revue académique bimensuelle, évaluée par des pairs qui se concentraient sur les conflits internationaux et la résolution des conflits. Il était géré par l'Université du Michigan.
Malheureusement, pendant cette période, Connie Converse était déprimée et faisait face à cela en buvant et en fumant. En 1972, le Journal of Conflict Resolution a été vendu à l'université de Yale, ce qui signifie que Connie était sans emploi, et cela a aggravé sa dépression. Pour lui remonter le moral, ses amis et collègues ont collecté des fonds pour lui offrir un séjour en Angleterre. Mais ce geste gentil n'a pas réussi à lui remonter le moral. La mère de Connie lui a demandé de venir avec elle en Alaska, et elle a accepté à contre-cœur. Ce voyage a empiré sa dépression. En août 1974, Connie Converse a eu 50 ans. Peu de temps après, elle a envoyé des lettres à ses amis, disant qu'elle déménageait parce qu'elle voulait un nouveau départ ailleurs. Elle leur a dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle a ensuite rempli sa Volkswagen Beetle avec ses affaires et sa guitare. Elle a fait ses adieux à son frère et à sa famille, et est partie pour ne plus jamais être vue. Plus tard, Phil a contacté un détective privé et lui a demandé de retrouver sa sœur. Cependant, le détective lui a dit que Connie avait le droit de disparaître et que s'il la trouvait, il ne pouvait pas la forcer à revenir. Finalement, sa famille a accepté qu'elle voulait disparaître, alors ils n'ont jamais déposé de rapport de personne disparue. En 2009, les enregistrements de Connie se produisant dans les années 50 ont trouvé leur chemin jusqu'à un producteur qui a sorti les chansons sous forme d'album intitulé « Comme c'est triste, comme c'est beau ». Au moment de cet enregistrement, « Comme c'est triste, comme c'est beau » a été écouté plus de 16 millions de fois sur Spotify. Connie Converse a connu le succès près de 50 ans après avoir arrêté d'essayer de percer dans le monde de la musique. Certains la surnomment la Bob Dylan féminine, en avance sur son temps. Au moment de cet enregistrement, aucune trace de Connie Converse ou de sa coccinelle Volkswagen n'a jamais été trouvée. Aucun rapport de disparition n'ayant été déposé, la police n'a pas enquêté sur sa disparition. Si Connie Converse est toujours en vie, elle aurait 100 ans. 2. J.I.M. Sullivan. Près d'un an après la disparition de Connie Converse, un autre chanteur folk s'est volatilisé. James Anthony Sullivan, qui se faisait appeler Jim, est né dans le Nebraska le 13 août 1939. Jim était le 7e fils né. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa famille a déménagé à San Diego, Californie. Au lycée, Jim était quarterback de l'équipe de football et jouait de la guitare. Pendant cette période, il a rencontré Barbara, qui se marierait dans les années 1960. Il était copropriétaire d'un bar à l'université qui a dû fermer suite à son échec. À peu près à la même époque, il a rejoint le groupe de rock de San Diego, The Survivors. Jim voulait réussir dans le monde de la musique, alors il a quitté le groupe et lui et Barbara ont déménagé à Los Angeles, Californie en 1968. Durant leur séjour à Los Angeles, Barbara était secrétaire chez Capitol Records et Jim donnait des concerts le soir. Jim faisait partie d'un petit cercle d'amis à Hollywood qui comprenait l'acteur et réalisateur Dennis Hopper. Jim a eu un petit rôle non crédité dans le film Easy Rider de Hopper en 1969. Jim joue un guitariste dans une communauté hippie. Lors d'une performance au Raf Club à Malibu, le producteur Al Dobbs l'a entendu jouer et il a été impressionné. Barbara n'avait pas beaucoup de chance pour mettre Jim en relation avec quelqu'un chez Kepler Records, alors Dobbs a levé des fonds pour l'enregistrer indépendamment. Cela a mené à la sortie de son premier album, Objet volant non identifié en 1969. Il est décrit comme un album folk psychédélique sur le surnaturel et l'extraterrestre. Jim était vraiment passionné par ces thèmes. Cependant, l'album de Jim n'a pas eu beaucoup de succès. En 1972, Jim traversait des moments difficiles dans sa carrière et sa vie personnelle. Il a sorti son deuxième album, qui était éponyme, mais encore une fois, il n'a pas fait grand bruit. Il a également quitté sa femme Barbara et leurs 2 enfants. En 1975, Jim était devenu frustré par la scène musicale à Los Angeles et pensait qu'il aurait peut-être plus de chance à Nashville, Tennessee.
Il a fait ses bagages dans sa Volkswagen coccinelle et est parti pour Nashville le 4 mars 1975. En se rendant à Nashville, Jim a été arrêté par la police au Nouveau-Mexique. Ils ont prétendu qu'il zigzaguait au volant et ont fait un test de sobriété qu'il a réussi. Jim a dit qu'il était fatigué, alors les officiers lui ont ordonné de s'enregistrer dans un motel pour se reposer. Jim s'est enregistré au motel La Mesa à Santa Rosa, Nouveau-Mexique. Mais au lieu d'aller dans sa chambre, il a acheté une bouteille de vodka et a quitté la ville. Le lendemain, un témoin a vu Jim s'éloigner de sa coccinelle Volkswagen, à environ 26 miles de Santa Rosa. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Jim Sullivan, âgé de 35 ans. Les enquêteurs sont allés dans sa chambre de motel et ont découvert qu'il n'y était jamais entré. Une coccinelle VW abandonnée a été trouvée près d'un ranch isolé, appartenant à la famille Janetti. Sa guitare, ses papiers, son argent, ses vêtements et ses disques invendus étaient dans la voiture. La zone a été fouillée et un corps sans vie ressemblant à Jim a été trouvé. Cependant, il a été déterminé plus tard que ce n'était pas le corps de Jim Sullivan. La police n'avait pas beaucoup de pistes, donc l'affaire s'est rapidement refroidie. Sans réponse, les gens ont élaboré leur propre théorie sur ce qui est arrivé à Jim Sullivan. Certains croient que Jim s'est perdu dans le désert et est mort. D'autres pensent que des extraterrestres l'ont enlevé. Jim était obsédé par l'extraterrestre, nommant même son premier album « Objet volant non identifié ». Beaucoup de ses amis, sa famille et ses fans pensent et espèrent que c'est ce qui s'est passé. De plus, des choses étranges se sont produites peu de temps après la disparition de Jim. Par exemple, peu de temps après sa disparition, la famille qui vivait dans le ranch où sa voiture a été retrouvée a déménagé à Hawaï. De plus, le shérif local a pris sa retraite de manière abrupte, mais tout cela pourrait être des coïncidences. La dernière théorie est que Jim a quitté sa vie et a commencé une nouvelle vie ailleurs sous une nouvelle identité. Mais Jim Sullivan, 35 ans, n'a plus été revu depuis ce jour. La musique de Jim a connu un regain en 2010. Le fondateur de Light Indietic Records a réédité Objet volant non identifié. En raison du mystère entourant sa disparition, Objet volant non identifié a développé une base de fans semblable à une secte et le pressage limité original est l'un des vinyles les plus recherchés dans le monde des collectionneurs. En 2011, Objet volant non identifié a été publié sur CD. Après sa sortie sur CD, plusieurs personnes ont été inspirées pour enquêter sur la disparition de Jim Sullivan. Mais personne n'est parvenu à comprendre ce qui est arrivé au musicien folk. Hélas, l'œuvre de Jim Sullivan a été publiée en 2019. C'était un recueil de démos inédites. L'album s'appelle « Si le soir était l'aube ». Si Jim Sullivan est toujours en vie, il aurait 85 ans au moment de cet enregistrement. Numéro 1. Richie Edwards. Richard James Edwards est né en décembre 1967 à Blackwood, au pays de Galles. Blackwood se trouve à environ 17 miles de Cardiff, la plus grande ville et capitale du pays de Galles. Selon Rachel, la sœur de Richie, ils ont eu une enfance et une vie de famille épanouie. Au lycée, Richie a rencontré ses futurs camarades de groupe, Sean Moore, James Dean Bradfield et Nicky Wire. Après le lycée, il a fréquenté l'université du pays de Galles, Swansea, et a obtenu en 1989 un diplôme en histoire politique. En 1986, ses trois amis ont formé le groupe de rock Manic Street Preachers. Après son diplôme, Richie a aidé le groupe comme chauffeur et roadie. Il jouait parfois de la guitare dans le groupe. Le problème était son manque de talent à la guitare. Mais il pensait qu'il était un bon parolier. Lui et le bassiste Nicky Wire ont écrit toutes les paroles du groupe. Les membres du groupe appréciaient aussi l'orientation musicale que Richie donnait au groupe. En 1989, il est devenu un membre officiel du groupe, en tant que guitariste rythmique et coparolier. Le premier album de Manic Street Preachers, Generation Terrorist, est sorti le 10 février 1992.
L'album a été un succès au Royaume-Uni, atteignant le statut d'or avec plus d'250 000 d'albums vendus. Leur deuxième album, Gold Against the Soul, est sorti en 1993. C'était un succès encore plus grand que leur premier album, et il a atteint le numéro 8 dans les classements d'albums du Royaume-Uni. Il a également été certifié or. Le 30 août 1994 est sorti The Holy Bible, le troisième album de Manic Street Preacher. The Holy Bible a atteint le numéro 6 dans les charts d'albums au Royaume-Uni, mais a mal vendu par rapport à leurs albums précédents. Durant cette période, Richie Edwards peinait à gérer sa santé mentale. Il était gravement déprimé et souffrait d'insomnie. Il buvait trop d'alcool et s'automutilait. Richie souffrait également d'anorexie. Il s'exprimait ouvertement sur ses problèmes de santé mentale. Il a dit que l'automutilation le faisait se sentir beaucoup mieux parce qu'il pouvait se concentrer sur la douleur. Face à la douleur, le reste paraissait futile. Après un concert en 1991, Richie a été interviewé et a fait quelque chose de perturbant. En réponse à une question, il a gravé 4 vrais dans son avant-bras avec une lame de rasoir. 18 points de suture ont été requis pour suturer les plaies. Vers le moment de la sortie de la Sainte Bible, Richie s'était lui-même interné à l'hôpital Whitchurch, un hôpital psychiatrique à Cardiff. Richie s'est ensuite inscrit à The Priory, un établissement privé de santé mentale à Londres, en Angleterre, connu pour traiter les célébrités souffrant de troubles mentaux. Richie a manqué le travail promotionnel pour l'album et n'a pas joué au Reading Festival et au Tea in the Park avec les Manic Street Preachers. Le groupe n'a trouvé personne d'autre pour jouer avec eux. Au lieu de cela, ils ont simplement joué en trio. Richie a été libéré de la Priory en septembre 1994 et a rejoint le groupe pour une tournée en Europe qui s'est avérée être sa dernière. Le 21 décembre 1994, les Manic Street Preachers ont joué à l'Astoria de Londres, qui était la dernière date de leur tournée. La performance était notable parce que le groupe a détruit leur matériel et endommagé une partie de l'éclairage. Tout a commencé quand Richie a cassé sa guitare. Le 1er février 1995, Richie et le chanteur principal et guitariste James Dean Bradfield devaient s'envoler pour les États-Unis pour promouvoir leur dernier album. Mais Richie n'est jamais apparu. Il a finalement été signalé comme disparu. Les enquêteurs ont découvert que durant les 2 semaines avant sa disparition, il retirait quotidiennement 200 livres de son compte. Au total, il avait retiré 2800 livres. La nuit avant que Richie ne soit censé prendre l'avion, il séjournait à l'Embassy Hotel à Londres. Plus tôt dans la journée, il avait donné à un ami le livre « Roman » avec de la cocaïne d'Emma Gave, paru en 1934. Il lui a demandé de lire l'intro. Dans l'introduction, l'auteur détaille son séjour dans un asile mental avant de disparaître. Richie avait quelques livres et vidéocassettes avec lui dans la chambre d'hôtel. Il les a mis dans une boîte avec une note qui dit « Je t'aime ». Il a emballé la boîte comme un cadeau. La boîte était adressée à sa petite amie intermittente Jo, avec qui il s'était séparé quelques semaines plus tôt selon des traces retirées. Un livre sur la disparition de Richie par Sarah House Roberts et Leon Nowakes. Une femme nommée Vivienne a rendu visite à Richie à l'hôtel ce jour-là. Il a essayé de lui donner son passeport parce qu'il a dit, je cite, « Je n'en ai plus besoin ». La dernière apparition confirmée de Richie Edwards, 27 ans, a été lorsqu'il a quitté l'hôtel Embassy à 7 heures du matin. Lorsque sa chambre a été nettoyée, l'employé de l'hôtel a trouvé certains de ses articles de toilette, sa valise et une partie de son Prozac. Au lieu de se rendre à l'aéroport, Richie est rentré chez lui, à Cardiff, où il a déposé son passeport, sa carte de crédit, le reste de son Prozac et un reçu du péage du pont de Severn qui était horodaté à 2h55. De retour chez lui, il est reparti en voiture et a disparu. Plusieurs personnes affirment avoir aperçu Richie dans les 2 semaines après la date prévue de son vol. Le 7 février, 6 jours après la disparition de Richie, un chauffeur de taxi a déclaré avoir pris un homme ressemblant à Richie à l'hôtel King's à Newport, qui se trouve juste à l'extérieur de Cardiff. Le chauffeur de taxi l'a conduit dans la région de Cardiff et l'a finalement emmené à Blackwood, la ville natale de Richie.
Il l'a conduit à la gare routière de Blackwood, mais l'homme lui a dit que ce n'était pas le bon endroit. Ensuite, il a demandé à être conduit à la gare de Pontypool. Comme demandé, l'homme l'a ensuite conduit à la gare ferroviaire de Pontypool, mais une fois de plus, l'homme n'est pas descendu. Le chauffeur l'a ensuite conduit à la station-service du pont de Severn, où il est sorti du taxi. L'homme y est payé 31 kg en espèces. Une autre apparition de Rishi a eu lieu dans un bureau de passeport à Newport. L'homme ne savait pas que Rishi était porté disparu. Il lui a brièvement parlé d'un ami commun, puis Rishi est parti. 2 semaines après la disparition de Rishi le 14 février, sa voiture a été retrouvée à la station-service de Severance. La voiture a été déclarée abandonnée 3 jours plus tard et la police l'a examinée. Ils ont découvert que la batterie était morte. Ils ont noté qu'il semblait que quelqu'un y avait vécu en raison de la voiture trouvée à la station-service de Severance et de la déclaration du chauffeur de taxi ayant déposé un homme correspondant à la description de Rishi à cet endroit. Beaucoup de gens ont spéculé que Rishi a sauté du pont de Severn à proximité. Le pont de Severn est tristement célèbre comme lieu de suicide. Mais la famille et les amis de Rishi ont déclaré que bien qu'il se soit automutilé, il n'avait jamais tenté de mettre fin à ses jours auparavant. Rishi a même parlé de mettre fin à ses jours en disant, je cite, « En termes de mots S, cela n'entre pas dans mon esprit et cela n'a jamais été le cas en termes de tentative parce que je suis plus fort que ça. Je peux être faible, mais je peux supporter la douleur. » En 2002, la famille de Rishi aurait pu le déclarer mort, mais elle a choisi de ne pas le faire. Mais 6 ans plus tard, ils l'ont officiellement déclaré mort. De nouvelles preuves ont émergé en 2018 lorsque l'ingénieur logiciel original du péage du pont de Severn a confirmé que les billets étaient imprimés avec un horodatage de 24 heures. Parmi les possessions de Rishi se trouvait un reçu du péage, imprimé à 2h55. Tous présumaient que c'était à 14h55. Parce qu'il avait quitté l'hôtel à 7 heures du matin, mais le billet était en réalité pour 2h55 du matin, ce qui a complètement changé la compréhension de tout le monde sur la chronologie du jour où il a disparu. Cependant, rien de cela n'a éclairci le mystère sur le sort de Rishi Edwards, âgé de 27 ans. Beaucoup de gens pensent que Rishi a sauté du pont, mais certaines personnes ont une théorie différente. Alors qu'il était à l'hôpital de Woodchurch, Rishi a rencontré une femme qui a plus tard déménagé en Israël. La théorie est que Rishi a tout quitté pour déménager en Israël avec la femme mystère. Bien que cela puisse paraître fou, sa sœur Rachel a donné du crédit à cette théorie. Elle a dit que Rishi avait parlé d'aller dans cette partie du monde avant de disparaître. À l'approche du 30e anniversaire de la disparition de Rishi, Rachel continue de faire campagne pour retrouver son frère. Le dossier des personnes disparues reste ouvert. Les Manic Street Preachers continuent de se produire et ils n'ont jamais remplacé Rishi. En 2023, ils ont joué au festival de Glastonbury. Sur scène, le bassiste et parolier Nicky Wires a déclaré que si Rishi Edwards était toujours en vie, il aurait 56 ans au moment de cette vidéo, 4 d'entre nous. Le seul et unique Richard Edwards était avec nous. Oh oui, on s'est éclaté, putain. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. C'était super fun, tu sais. Fin de citation. Si Rishi Edwards est toujours en vie, il aurait 56 ans lors de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Une nouvelle vidéo sur le paranormal sortira chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de consulter notre autre chaîne, Criminellement Répertoriée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Retrouvez-la sur youtube.com Criminellement Répertorié. Et nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, criminellement répertoriées dans une affaire de meurtre. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.